Chapitre 40. Suprême outrage. Cet après-midi-là, il alla se restaurer chez la mère Nouna, qui tenait une gargote à Taoréa, et lui offrait du cochon chaque fois qu'il passait par là, en hommage nostalgique à sa propre jeunesse. Allez, conne, t'as l'air fiou. C'est vrai que tu vas bientôt nous quitter? Assieds-toi. Le cochon, ça remonte le moral. Conne était d'humeur sombre. En fin de compte, il ne voyait pas de raison pour refuser d'assumer l'identité de Marc Mathieu. Physicien de génie, professeur au Collège de France, à l'âge de 27 ans, et père du fameux raccourci qui allait permettre à la première bombe thermonucléaire française d'exploser au paradis terrestre. L'homme qu'il était, comme tout le monde, n'en était plus à une identité près. Et puisque la civilisation insistait, il allait rentrer à Paris et leur inventer encore quelque chose de tout à fait dégueulasse. C'était d'ailleurs presque fait. Il suffisait d'une mise au point. Il se sentit un peu mieux. Il est bon, mon cochon, conne. Génial. Il repoussa le plat, soudain écœuré. Eh bien, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus faim. Au fond, Dieu avait défendu le cochon aux Juifs, afin que le peuple élu ne devint pas un peuple de cannibales. Bourré de poéméia, Conne alla s'allonger à l'ombre des tamanus. La lumière était tellement éclatante que les palmiers ressemblaient à des ombres chinoises, et que les pêcheurs dans leurs pirogues immobiles étaient suspendus au milieu d'une clarté où l'océan et le ciel se fondaient entièrement dans un espace qui n'était ni eau ni air, mais une sorte de néant radieux. La casquette sur le visage, Conne s'apprêtait à faire un roupillon, bercé par le murmure amical de l'immensité à ses pieds, lorsqu'il entendit des pas qui s'approchaient. Il loucha vers le fouillis de buissons par-dessus son épaule, et les pas s'arrêtèrent. Si maintenant les tannés et les vainés se gênaient pour faire l'amour, c'était la fin de tout. Il bâilla, ferma les yeux, et, au même moment, l'avalanche s'abattit sur lui. Il hurla, se défendit, donna un coup de pied dans un ventre, reçut un coup de poing dans la mâchoire, puis sentit sa tête éclater et ne sentit plus rien. Lorsqu'il reprit connaissance, il reconnut sans aucune erreur possible qu'il était au Newf. Un coup d'œil à travers les barreaux lui révéla la cour ouverte sur la rue du Maréchal Foch, avec en face l'entrée du Kit Kat, où les marins venaient chercher dès leur débarquement la vainée de leurs rêves. C'était la première fois que les gendarmes se livraient sur lui à des violences. Et Conne procéda à un rapide examen de conscience, mais ne trouva rien à se reprocher. Il se morfondit pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce qu'il entendit un psst, psst, qui venait de la cour. Il se rua vers la fenêtre avec un vocabulaire tout prêt. C'était Maëva. Elle se tenait dans la cour, avec 3 autres vainés, venus la soutenir moralement. « Pourquoi tu fais des choses comme ça, conne ?»« Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?»« En tout cas, ce n'est pas vrai.
Il paraît que t'as rossé le gendarme Pozzo dans l'exercice de ses fonctions. Nom de Dieu, dit Cohn. Il avait complètement oublié. Cela s'était passé la veille, à un moment où Cohn se sentait très fatigué, et ne voulait donc de mal à personne. Il était allé à la pêche, ce qui consistait pour lui à se tenir assis dans une pirogue, en laissant les poissons tranquilles. Il revenait au phare et les mains vides, la tête encore pleine du tumulte du surf, et agréablement débarrassé de toute trace de pensée. Ce qui est le but même d'une méditation vraiment féconde. Cohn était tombé sur Jésus, à quelques pas de la route, au bord du sentier. Il avait posé sa croix de carton-pâte et était en train de manger du saucisson assis, à côté d'un litron de gros rouge. Cohn fut surpris de ne pas le reconnaître. Il n'avait jamais vu ce type-là. C'était un nouveau. Le dernier type à faire Jésus pour les touristes était un Français de Pointe-Vénus, Belin, qui était venu dans l'île comme gentil instructeur pour le club Méditerranée et avait été congédié parce qu'il négligeait les Françaises du club pour se consacrer entièrement au Vahiné. Salut. Salut. Cohn regardait la croix par terre. Il n'aimait pas la voir par terre. Ce n'était pas bien. Elle était faite pour le dos d'un homme. Vous avez le boulot depuis longtemps? Ne m'en parlez pas, dit le type. Ça fait bientôt 8 jours. C'est pas un métier. Je vous le jure. Il parlait avec un très fort accent corse. En voyant des relents d'ail, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Cohn l'observa un instant d'un œil critique. Il n'avait pas du tout la tête de l'emploi. Trapu, vulgaire, il portait sa couronne d'épines en arrière, comme une casquette. L'œil était méchant et bête. À la rigueur, il aurait pu faire Barabbas. Il ne fallait tout de même pas croire que les touristes américains allaient accepter n'importe quoi. Ça ne vous plaît pas? Ça vous plairait? À vous? Cohn commençait à s'énerver. Il se sentait personnellement insulté. Choisir ce lourdeau pour tenir un tel rôle lui paraissait de l'amateurisme. Décidément, Bizien perdait la main. Le commandant m'a convoqué. Puis il m'a dit, Pozzo, vous allez vous mettre à la disposition de monsieur Bizien. Au tourisme. Ça vous fera les pieds. Comme j'avais écopé 15 jours d'art et de rigueur pour une histoire de soolographie, j'avais pas à discuter. Il était foutu de me renvoyer en France. L'affreuse vérité commençait à se faire dans l'esprit de Cohn, mais il luttait encore contre l'évidence. On vous a détaché? Ben oui, quoi, dit Pozzo. Je suis gendarme.
Con poussa un hurlement de bête blessée et se rua sur Pozzo. Une telle insulte à Jésus était intolérable. Le gendarme était costaud, mais il avait affaire à la plus puissante indignation qui ait jamais soulevé le cœur d'un homme. Il se retrouva à l'hôpital avec 2 côtes cassées. Con, les poings refermés sur les barreaux de la fenêtre, baissait sombrement le nez. Il n'aurait pas dû faire ça. Il s'était trahi. Pourquoi que t'as cassé la gueule à Pozzo, Con? Il m'avait insulté. Il paraît que t'es bon pour 3 mois de tôle. Elle se mit à pleurer. Con sentit une vague de chaleur lui monter au cœur. L'amour, c'était quand même formidable. Ça devait sûrement exister quelque part. Je t'attendrai toute ma vie, Con. Même si c'est 3 mois. Con avait les larmes aux yeux. T'es une bonne petite. Couche pas trop. Tu sais comment ils sont, les popas. Ils comprennent pas. Ils croiront que je suis cocu. Si tu veux, je coucherai pas du tout. Je t'ai pas dit de crever. Con entendit la clé dans la serrure et vit entrer le gardien Christophe. Con n'avait jamais vu un gendarme aussi pâle. Le patron veut vous voir, monsieur. Dès qu'il entra dans le bureau de Rickmans, Con sentit que c'était vraiment fini. Il y avait sur le visage du policier une telle expression de frousse que Con eut presque pitié de lui. Il commençait à faiblir. Je vous prie de nous excuser, monsieur. Monsieur... Con. Con se demanda si ce bref moment d'hésitation à la fin de la phrase voulait dire seulement que Rickmans avait la gorge nouée par le respect, ou s'il avait failli l'appeler par son vrai nom. Un terrible malentendu. J'avais pris un après-midi de repos. Mes subordonnés... Je n'avais pas cru devoir leur communiquer les ordres vous concernant. Je savais que vous tenez à la discrétion. Le gendarme Pozzo sera sévèrement puni. Foutez-lui la paix. Je m'en occuperai moi-même. Bien sûr. Comme vous voulez. Permettez-moi de mettre ma voiture à votre disposition. Con fit monter Maëva dans la Citroën. Le chauffeur, la casquette à la main, tenait la portière. Maëva le regardait avec terreur. Mon Dieu, Con. Qu'est-ce que tu as encore fait? Il ne voulait pas lui faire peur. Il lui prit la main et sourit. Moi? Rien, dit-il. C'est Gauguin. C'est Gauguin qui a tout fait. Les gens ne sont pas aussi incorrigibles qu'on le dit. Ils savent tirer les leçons de l'histoire.